RCA. Bon, bienvenue, nouvelle aventure, nouvel épisode d'Entreprendre. Aujourd'hui, découvrir des parcours professionnels des hommes et des femmes qui un jour ont entrepris. Eh bien, c'est tout l'intérêt de cette émission, un programme que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux RCA, la radio, et RCA, la télé. On découvre maintenant un nouveau parcours, c'est Entreprendre. On y va tout de suite. Et nous allons dire bonjour à Raphaël Griffon, bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons en face de nous Raphaël Griffon, un homme multiple, complet et un homme passionné. Oui, beaucoup de passions. Je m'étalerai pas sur toutes les passions, mais on a le temps. C'est un moteur de vie. D'accord. Donc la passion. On va commencer par le parcours professionnel. Électrotechnicien, c'est ça au départ. Hein, c'est le premier travail que tu avais effectivement, que tu étais électrotechnicien au départ. Oui, c'est ça. Donc je suis parti sur des études d'électrotechnique. Alors pour faire bref, c'est l'électronique, de la mécanique, du pneumatique. Et puis après avoir terminé mon parcours, j'ai décidé de changer complètement. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour un autre métier en fait que faisait mon père et depuis trois générations, celui de joaillier créateur. Donc alors, viré. Ça passe par un voyage tout ça. Oui, ça passe par un voyage, ça passe surtout par mon service national. Je voulais faire mon service national dans l'action, entre guillemets. Je suis parti dans les troupes de marine pendant 2 ans et au cours d'une expédition en Guyane, j'ai croisé des chercheurs d'or. Et c'est là où je me suis dit, chercheurs d'or, le lien à la joaillerie, l'aventure, et puis finalement je me suis dit je change tout, je change de voie et je vais devenir joaillier. Tu penses que à travers ce voyage, cette rencontre, il y avait du hasard ou justement c'était peut-être déjà un peu écrit? Je pense qu'il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot sérendipité, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on construit avant, on se dit tiens ça peut être le hasard, et finalement il y a toujours une sorte de logique en fait dans les circuits qu'on peut faire. Et là, l'or, je pense que ça m'aurait pas forcément sauté aux yeux si mon père n'avait pas été joaillier. D'accord. Et donc là, je me suis dit, oui, il y a le côté aventure, le côté créatif, le côté, il y a de la géologie, il y a l'humain, il y a beaucoup de l'humain. Et c'est ça qui m'a fait me dire, en fait, je vais changer de voie. Et même ce que j'ai fait en électrotechnique, je vais l'utiliser plus tard, en fait. Même dans mon métier de joaillier aujourd'hui, je l'utilise en permanence. On va commencer l'entretien par présenter aujourd'hui l'entreprise que tu diriges. Tu l'as dit d'ailleurs, 4e génération. Donc tu as repris le flambeau familial qui t'a été cédé officiellement en 2012, il me semble, hein, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, ça a commencé donc par mon arrière-grand-père qui était joaillier chez Cartier, et puis ça a continué jusqu'à mon père. Et très étonnamment, en fait, il n'y a pas eu de passation entre mon arrière-grand-père et mon grand-père, et mon grand-père et mon père. En fait, il y a toujours eu des ruptures. Et donc là, je suis la première génération où il y a une passation directe entre mon père et moi. Sur l'atelier, l'histoire, en fait, alors les connaissances se sont transmises, si vous voulez, mais il y a le côté, c'est la première génération qui casse aussi les codes pour la communication, pour faire des choses un peu différentes de ce qui était fait d'habitude. Mais oui, ça reste une histoire de famille. Alors justement, les différences, qu'est-ce qui crée aujourd'hui les différences au sein peut-être de l'atelier, de l'accueil de vos clients? On va se centrer dans un premier temps sur la bijouterie à Nantes. Comment ça se passe? La différence, elle est d'abord le lieu dans lequel on va travailler. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est complètement ouvert au public. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, vous avez des grandes vitres et vous voyez les artisans fondre l'or, sertir les diamants, peut-être tailler des pierres. Enfin, c'est tout un univers qu'on met en exergue, que les gens puissent découvrir ça. Ce qui est souvent caché d'ailleurs. C'est souvent caché. Ouais. C'est souvent caché. Et je trouve que c'est un intérêt double. D'abord, c'est de présenter son métier. C'est important d'être fier de son métier. Et puis aussi de valoriser les salariés. C'est-à-dire qu'un salarié, ils sont tous joailliers. Ils sont joailliers créateurs. Et j'ai pas à les cacher, justement. C'est une fierté. Et eux, ils doivent être aussi fiers de montrer leur travail. Et en fait, c'est un process que les gens adorent regarder finalement et peuvent rester 5-10 minutes à regarder en fait le travail des joailliers au travers de la vitre. Alors c'est vrai que souvent l'entrepreneur est un coach, est un manager. Aujourd'hui, l'équipe, moi j'aimerais qu'on puisse revenir sur cette équipe que vous avez sélectionnée, que vous avez effectivement, on va dire, pris ici et là, vous avez constitué votre team. Oui, alors c'est assez intéressant parce qu'en fait on dit toujours que le gérant constitue sa team. Forcément, il y a un très grand travail je dis c'est dur, mais de sélection. Mais en fait, la sélection vient des deux côtés aussi. C'est-à-dire que la personne que je vais choisir choisit aussi
son dirigeant pour qu'il y ait une partie de l'image qu'elle peut avoir, que ça se transmette. Donc ça, c'est une chose très importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est 7, donc j'ai 6 salariés. Et en fait, c'est leur boîte, en fait. Je dis à chaque fois... sans eux on n'est rien, ou je suis rien, et je dirais même pas le contraire, mais si vous voulez, c'est que il y a toujours un échange en permanence qui donne la richesse d'une société. Et je dis, c'est notre société, si on se casse la figure, en fait on se casse tous la figure, et si on va bien, on va tous bien ensemble. Donc c'est une gestion permanente de l'humain, et c'est vraiment c'est passionnant, c'est ce que j'adore. Il y a un mot, Raphaël, que vous avez là, que vous venez de dire, qui est important, et on va y revenir, c'est l'humain. Ça va être le point commun dans toutes les questions que je vais vous poser. L'humain est au cœur de votre parcours, et de votre parcours aussi professionnel et personnel. L'humain, aujourd'hui, quand on le met à l'honneur dans votre entreprise, c'est valorisé, on l'a bien compris, les personnes que vous avez choisies, qui travaillent à vos côtés, qui sont des artistes, qui sont des artisans d'art, et vous en êtes fiers. Oui, c'est extrêmement important de pouvoir travailler avec des gens et de se dire le travail qu'ils font, j'ai une connaissance de ce qu'ils font, mais parfois on peut être subjugué, on peut être étonné, et au sein de sa propre entreprise. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, et même pour je donne une très grande liberté à mes salariés, en fait. Ils ont une très très grande liberté créative. S'ils décident d'acheter telle ou telle pierre parce que ça plaît aux clients, mais je dis ok banco, si ça plaît on y va. Je suis pas tout le temps en train de contrôler derrière. Évidemment j'ai une vision très générale de la société, mais je veux que chaque salarié soit créateur, et ça passe sur le plan de la confiance, et forcément l'humain reste l'acteur principal, en fait, en tout cas de Atelier Griffon Joaillier. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes aujourd'hui créateur de bijoux. Un bijou, ça se transmet. Un bijou, ça se garde, ça se regarde. Ça peut effectivement évoquer des souvenirs, des gens, des personnes. Vous créez aujourd'hui du patrimoine ? On crée un patrimoine, on crée effectivement l'histoire. Ce que je dis à chaque fois, c'est lorsque les gens viennent créer un bijou, ils doivent se confier, en fait. Ils doivent s'ouvrir pour que le bijou leur ressemble le plus. S'ils omettent un détail qui est extrêmement important, on peut le sentir, en fait. Et à un moment donné, ça m'est arrivé à me dire, écoutez, je sens que vous voulez me dire quelque chose et vous hésitez. Et parfois la personne nous lâche un truc, ça peut être parfois avec beaucoup d'émotion, et on se dit mais en fait c'était la base du bijou, c'était ça. Et il nous lâche, et en fait donc il y a une énorme preuve de confiance. Et c'est là où quand on sort le bijou, on dit mais en fait c'est génial, parce qu'il y a une émotion que nous on n'aurait peut-être pas pu créer. Donc c'est grâce aux mots qu'elle a dit que nous on a transformé, je dis souvent en forme et en couleur, mais c'est exactement ça. C'est fort, hein. Et après ce bijou-là, comme quand il va être porté, il va être porté avec passion, parce que s'il y a une bonne communication et une bonne entente entre le créateur ou les créateurs et la personne, eh bien au fur et à mesure que ce bijou va se transmettre dans les années à venir, c'est quelque chose de positif, en fait. C'est beau et c'est positif. Revenons sur ce voyage en Guyane, qui va déclencher beaucoup de choses chez vous. Un retour en France, reprise d'études. On va se diriger, on va suivre un pas qui était au départ souhaité ou pas par votre papa. Suivre les traces, parfois c'est pas trop se compliquer la vie, c'est simplement suivre le chemin. Vous êtes parti sur un chemin, vous êtes revenu sur un autre. La Guyane est le point de départ d'un nouveau départ, ou de la poursuite de votre vie, en fait. En fait, c'était un point, c'était un tournant, mais c'est jamais, on sait bien, la vie est faite que de points tournants, et que ça reste toujours un objectif. Alors oui, ça a été un point principal de changement de direction, puisque quand j'ai vu la Guyane, je suis un fan d'aventure. Et je suis un fan, par exemple, donc à cette époque-là, je commençais à passer mon brevet de pilote d'avion, je m'intéressais à beaucoup de choses, et je me suis dit, je vais construire mon métier. Et cette idée-là est partie justement de la Guyane, en disant, j'ai envie d'aller sur les territoires à l'autre bout du monde pour voir comment sont extraites les matières premières, vivre avec les hommes qui le font, parce que la matière n'est absolument rien sans l'homme qui le retire, qui prend les risques de faire ça. Et lorsque je vais réaliser mon bijou, je vais émettre de bonnes ondes, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire ça, mais les gens vont recevoir en fait une histoire sur la matière qu'ils vont porter. Alors évidemment, toutes les matières que j'utilise, c'est pas forcément que moi qui vais aller chercher, mais moi je suis capable de les raconter, et je suis capable de dire j'étais sur tel ou tel territoire et j'ai vécu avec ces hommes, et voilà ce qu'ils racontent. Et ça c'est génial. Rentrons, si vous le voulez bien, Raphaël, dans concrètement une expédition que vous avez menée.
On peut parler découvrir cette aventure. On peut parler de la dernière expédition. Alors je suis en train d'en prévoir une là, mais ma dernière expédition c'était donc au cœur de l'Afrique en terre Maasai, où on a été sur une mine qui extrait des grenades savorites. Alors c'est une pierre qui est très peu connue du grand public, c'est plus rare que l'émeraude. Pour moi c'est beaucoup plus beau que l'émeraude et c'est une pierre donc verte. Et donc il y a toute une histoire derrière où on est parti en avion avec mon cousin en petit Cessna 172, on a atterri en terre Maasai et puis on a suivi les mineurs à 150 mètres sous terre, on a posé des explosifs, on a sorti la matière, on a été à Nairobi la faire tailler jusqu'à monter à une parure. Et donc aujourd'hui cette parure-là va être portée par une jeune actrice française. Et donc en fait quand vous avez toute l'histoire en fait d'une pierre, alors nous en joaillerie on aime bien dire caillou parce que ça fait sourire et ça je sais pas comment utiliser le terme, mais démocratise un peu. Ça démocratise, voilà, on dit pierre précieuse. Oui, donc en fait nous on peut parler de cailloux avec un peu le sourire. Et c'est de dire, on va faire un bijou qui va raconter une histoire, mais et la matière, on a été la chercher nous-mêmes. Et surtout, c'est toujours l'homme. On était avec des mineurs, on a mangé avec eux, on a joué aux dames le soir après le travail, et donc voilà. Et aujourd'hui, ça donne une vraie histoire, une vraie plus-value à un bijou qu'on fabrique. Donc l'âme est importante dans tout ça vraiment. L'âme est au cœur encore une fois de l'humain et au cœur de votre travail. Ouais, l'âme est toujours en premier et après tout ce qui vient après justement, c'est que du fun. Ouais, la face c'est la facette de l'or, c'est ce qu'on peut voir sur votre site internet. Vous aimez aller au cœur du sujet, vous aimez raconter une histoire et faire aussi grâce à vos cailloux raconter ces histoires en fait. L'homme, et on peut pas détacher l'homme du travail et du résultat. Non, c'est totalement indissociable. C'est totalement indissociable. Il y a toujours le hasard de trouver la matière dans une mine à l'autre bout du monde. On se penche, on voit un caillou bleu, et puis d'un seul coup, on trouve le plus gros gisement du monde en 1998 à Ilakak, par exemple, à Madagascar. Il y a le hasard. Et puis après, il y a toute une histoire qui vient se construire derrière. Et donc, si vous voulez, il y a toujours la passion, l'humain, et puis après, ça vient tout seul après. Qu'est-ce que ça vous apporte ces voyages, Raphaël? Alors, ce que je recherche dans les voyages, c'est le côté d'abord aventure. Le côté aventure, c'est on prend un risque qui reste mesuré, mais on va dans des zones qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas aussi. Et ça va être que de l'échange en permanence. C'est pouvoir se dire, on va aller avec des gens qui parlent pas le même langage, mais finalement, vous pouvez aller avec une tribu amérindienne ou des Maasai ou une partie asiatique, et on se rend compte que l'humain est toujours la même chose. Il y a toujours l'humour, il y a toujours le côté protecteur, le côté bienvenu, le côté et ça à chaque fois on le rencontre. Et ça c'est un des critères qui me fascine en fait. Je suis toujours fasciné, même dans la rue, quand j'entends une langue étrangère et pourtant on y est habitué, je trouve ça toujours fascinant. Donc ça, c'est un des éléments qui fait que j'adore le voyage et surtout sortir des sentiers battus du voyage où on sait exactement ce qu'on va faire dans un car ou voilà. Ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, vous avez additionné à vos talents, notamment de journaliste, parce que vous filmez l'ensemble de vos aventures, à votre travail de joaillier, à votre aussi passion l'aventure, l'aviation. Vous avez mêlé tout ça aussi à une autre passion qui est la survie en fait. Expliquez-nous, parce que vous avez un lien aujourd'hui avec un centre d'apprentissage de survie. Oui, exactement. Tout ça est lié. Tout est lié. Alors oui, tout est lié parce que la survie c'est toujours l'humain, c'est le facteur humain. C'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se retrouve dans une situation délicate ou extrême, comment notre cerveau va réagir. Soit il va paniquer complètement, ou soit on l'a entraîné pour le faire et se sortir en fait de cette partie-là. Et en fait, avec 2 copains, même 3 copains, on s'est connus en Afrique sur une expédition avec des Hadzabe. C'est une tribu que personne ne connaît, qui se trouve en Tanzanie, et on a vécu avec eux. Et donc là, en fait, on n'avait pas d'eau courante, on avait forcément, il fallait chasser pour récupérer la nourriture. Donc on dit prélever en fait, et c'est prélever avec le plus grand respect qu'on puisse avoir pour se nourrir. Et donc avec ces 3 copains, on a formé le cercle des formateurs de survie. C'est pour former des gens donc qui veulent partir à l'autre bout du monde pour connaître en fait les principes basiques de la survie, mais aussi de comment rentrer en contact avec les gens, des gens qui vivent pas comme vous, qui vont pas, sur lesquels on va pas avoir les mêmes codes, et comment on peut interférer en fait. Il y a beaucoup d'humilité dans tout ça, dans ces rencontres, avec ces tribus, avec ces hommes, avec ces travailleurs, avec ces mineurs.
Oui, en fait, il faut toujours se faire tout petit. Parce qu'on arrive sur leur territoire. D'abord, c'est toujours la première chose, il faut être conscient, c'est on arrive sur leur territoire et donc on n'est pas plus, on est, je dirais, on n'est pas plus malin qu'eux, on est beaucoup en dessous et ils ont tout absolument à nous apprendre. Et à un moment donné, quand on est bien inclus en fait dans, par exemple, une tribu, c'est là où il va y avoir des échanges et on va pouvoir leur montrer des choses et ils vont les Hadzabe par exemple, ils avaient une technique pour allumer du feu. Nous, on leur a montré une deuxième technique. Et ils poussaient des cris, ils avaient jamais vu ça, et pourtant on allumait le feu de la même façon, sauf que c'était avec un petit archet, et donc il y a eu un vrai échange. C'est pas qu'ils vont le reprendre, mais en fait il y a eu une communication qui s'est faite avec le geste et la connaissance. Mais en fait, il y a eu un vrai échange sur une technique que nous on connaît, mais voilà. Donc ça c'est aussi intéressant. Vous avez eu des moments de peur dans ces voyages, dans ces expéditions, dans ces aventures? Il y a toujours des moments où on se fait peur. Ça peut être des peurs météorologiques, ça peut être une peur parce que on dit là il faut allumer un feu en urgence parce que il y a des animaux qui rôdent autour et puis on entend à 1 kilomètre ou 2 les hyènes qui commencent à hurler parce que la nuit commence à tomber. Mais en fait, ça reste toujours contrôlé. C'est de se dire, si je rentre dans un mouvement de panique, bah là, on sait que c'est fichu. Et finalement, si on regarde les gens avec qui on est, eux, ils sont pas peur. Ils ont absolument pas peur sur certaines choses. Donc c'est dire, je dis à chaque fois, moi, si je vais en Afrique, il faut que je devienne un Africain. Faut pas que j'amène toutes mes connaissances que je pense qui sont très bonnes et qui, ça se trouve, elles sont complètement nulles sur le terrain sur lequel je vais aller. C'est comment eux réagissent. Et en fait, je vais prendre exemple sur eux puisqu'ils ont une expérience de centaines, enfin, depuis milliers d'années. Donc voilà, il y a des peurs, mais en fait, elles passent très vite parce qu'on se dit, on va regarder ce qu'ils font, comment ils font. L'homme que vous êtes aujourd'hui, Raphaël Griffon, anticipe beaucoup. Oui. Ça fait partie de votre fonctionnement mental. Oui. D'anticiper les choses. Alors en fait, je pense que ça fait partie du fonctionnement humain normal. Plus ou moins développé. Plus ou moins développé, effectivement. Mais en fait, pour réussir un projet, il faut se projeter vers l'avant. Et si vous êtes toujours sur le point présent, c'est très difficile de pouvoir se dire j'ai telle solution, j'ai une issue de secours sur telle ou telle chose. Donc oui, il faut anticiper. Et en fait, on anticipe toujours avec les autres. On utilise toujours les connaissances des autres pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de ce qu'on va faire. Ça m'arrive, même en tant que chef d'entreprise, d'avoir des doutes sur ce que je vais faire, des doutes sur mon comportement, par exemple, des choses à dire ou pas. Et je peux appeler un copain qui va être chef d'entreprise, qui va avoir une plus grande expérience que moi. Je dis voilà, est-ce que tu peux me dire telle ou telle chose ? Et donc c'est chercher aussi les conseils autour de soi pour pouvoir se construire. Et après, le but c'est que vous deveniez aussi un jour on vienne vous voir en disant on vient de demander un conseil, ça veut dire qu'effectivement tout ce que vous avez récolté avant, vous allez pouvoir le rétribuer. Il y a cette envie d'être meilleur en permanence. Oui, parce qu'en fait on a envie d'être meilleur tout en sachant qu'on sera jamais le meilleur. C'est-à-dire que il faut pas que ça soit dépassé par l'orgueil. Donc on aura toujours quelqu'un de meilleur et il faut toujours avoir un lièvre pour se dire on va pouvoir aller chercher encore plus loin. Un exemple, nous on va chercher les détails le plus loin possible au cœur de l'atelier de la joaillerie et puis on a fait venir quelqu'un qui faisait du polissage pour des très grandes maisons. Et ils nous ont montré des techniques et on s'est dit waouh. Alors c'est un tout petit détail, le grand public ne ferait même pas la différence, mais nous on s'est dit on peut aller encore chercher encore plus loin et encore plus loin. Et ça vous nourrit en fait, même si c'est pas utile, en fait ça vous nourrit le cerveau en disant c'est l'infini, il y a toujours quelque chose derrière. Et c'est ça qui est intéressant. Ça fait appel au savoir quelque part. Le savoir est infini et aussi le transmettre, c'est une richesse qu'on doit aujourd'hui partager, qu'on doit aussi relayer le savoir. Moi j'ai l'impression que vous avez envie de donner du savoir aussi. En recevoir, mais le donner. En fait, il faut autant prendre que le restituer. Parce que ce qui vous rend le plus riche, justement, c'est cet échange-là. Quand vous commencez à communiquer sur votre métier, ou par exemple, je fais des interventions en l'école de joaillerie de Saumur, auprès d'élèves, c'est pas parce qu'ils ont 18 ans qu'ils vont rien vous apprendre. Donc en fait, on n'arrive pas sur un terrain conquis. On sait qu'on a quand même plus d'expérience, mais un jeune peut vous faire découvrir ou parler d'une technique, on dit waouh, c'est juste incroyable. Et si vous n'avez pas fait cette démarche-là, c'est fini votre évolution. Vous dites j'arrive à un certain statut. Donc oui, c'est toujours un échange, toujours la recherche de nouvelles techniques, de nouvelles approches, mais ça revient toujours ce qu'on a dit au départ, c'est l'humain derrière. Raphaël Griffon, vous préparez une nouvelle expédition direction l'Amérique du Sud, cette fois, l'Amazonie. Oui.
l'aventurier va reprendre le pas sur le joaillier, sur le journaliste, et vous allez retrouver tous ces personnages qui font de vous un homme complet. Le journaliste, l'aventurier, le joaillier, le passionné, l'aviateur, etc. pour repartir sur cette nouvelle expédition qui va consister en quoi, en fait? Pour nous faire rentrer, pour nous emmener dans vos bagages. Alors là l'idée donc c'est repartir sur la Guyane française pour aller sur les mines d'or. Donc en fait je retourne à mon premier film que j'ai fait il y a 20 ans. Et là, c'est pour élargir le sujet. C'est-à-dire que l'idée, c'est, j'ai envie de trouver une mine qui exploite l'or de façon le plus correcte possible, et de savoir d'où vient la provenance de mon métal pour pouvoir l'utiliser en fait en atelier. Donc là, c'est une première chose. Deuxième chose, c'était forcément l'envie d'aventure, le goût de l'aventure. Moi, je saute partout, ma femme me le voit. Enfin, c'est aussi un point très important. Et surtout que là, je vais chercher encore plus loin. Je vais aussi mettre en valeur des acteurs qui sont, par exemple, les forces de l'ordre sur place, qui font en sorte, il y a l'orpaillage clandestin qui fait énormément de dégâts au cœur de la Guyane française. On en parle beaucoup en Guyane, peut-être un peu moins en France. Il y a les douanes, il y a l'armée, il y a la gendarmerie, et donc je pense on a besoin aussi de valoriser ces gens qui sont sur le terrain, qui font du très beau travail et qui est aussi lié en fait moi à mon travail. C'est-à-dire que je vais chercher de la matière. Qu'est-ce que ça peut faire comme dégâts et qu'est-ce qu'on peut faire que ça va moins impacter la nature tout en continuant de le faire. Donc ça, je vais découvrir une autre facette en fait de ce que j'ai pas vu. C'est la géologie, c'est partir en avion ou en hélicoptère survoler des zones qui vont être exploitées et qui vont être ensuite remis en place. C'est-à-dire qu'ils vont remettre de la couche de terre et replanter les arbres. Et donc là, j'ai fait la connaissance de personnes. Son rôle, c'est ça, c'est donner les autorisations d'exploitation et aussi voir la réhabilitation des terrains qui ont été exploités pour que la nature reprenne son... Donc ça, je vais chercher plus loin que ce que je pouvais voir en fait à 20 ans, juste le côté aventure et le côté fun de voir de l'or. Là, on va voilà. Il y a de l'éthique dans tout ça. Oui, il y a toujours de l'éthique. Il y a toujours une recherche. En fait, ce que je me dis, c'est on sera jamais parfait. De toute façon, le cuir que je porte, le tissu que je porte, il y aura toujours quelque chose à redire. Mais par contre, si on peut faire à chaque fois une petite évolution dans ce qu'on fait, ce sera toujours mieux que rien. Et parfois on est critiqué en disant moi je peux être critiqué sur les pierres, la provenance des pierres, et souvent les gens sont assez facilement démontables par rapport à leurs commentaires ou à leurs critiques en disant le tissu que vous portez, ça vient peut-être d'Inde, vous connaissez pas la consommation de litres. Enfin, on peut toujours faire, c'est toujours facile de revenir en arrière. Là, c'est de se dire en fait je vais faire quelque chose et je vais essayer de faire mieux que ce que je faisais avant. Ce sera jamais parfait, mais en tout cas je vais apprendre des choses, je vais essayer de modifier certaines choses et voir dans le temps ce que ça peut faire. Vous gardez de vos voyages, Raphaël Griffon, des images. Oui. Pourquoi ? Vous voulez les transmettre ? Vous voulez témoigner de ce que vous voyez là-bas et ou peut-être prouver quelque chose à vos clients, à vos partenaires ? Prouver, je sais pas. Montrer et faire participer les gens, je crois que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire ce genre de voyage-là. Quand je dis la chance, je m'en donne les moyens aussi. Aussi. Mais j'ai la chance de rencontrer les bonnes personnes, toujours le côté sérendipité, les gens qui vont me donner un coup de main en disant « Raphaël, ton projet j'aime bien et je vais te donner une brique à ton projet. » Et de faire participer les gens, aujourd'hui on a besoin de ça. On a besoin de rêver, on a besoin de voyager, on a besoin de voir de l'humain, on a besoin de voir plein de choses qui vont donner le sourire, même s'il y a des choses dans ce dont je vais parler qui seront négatives aussi. Mais il faut en parler aussi. C'est pas tout caché. Mais c'est de se dire derrière, il faut toujours repartir sur quelque chose de positif pour dire, demain on fera toujours mieux. Témoigner. Témoigner, ouais. C'est important. C'est extrêmement important, c'est même vital. Pour moi en tout cas. Comment vous voyez votre métier dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Comment il peut évoluer le métier de la joaillerie ? Alors le métier de joaillier, en tout cas, ou en général le métier de l'artisan, c'est l'un des plus vieux métiers au monde, le joaillier. C'est-à-dire que un plaquiste, un électricien, ça n'existait pas ni au Moyen-Âge, ni au temps de la préhistoire, d'accord. Mais au temps de la préhistoire, le joaillier existait déjà, puisqu'il chassait les personnes dedans. Et en fait, l'évolution de ces métiers-là, elle est très très faible. On a des technologies qui s'ajoutent, comme la 3D, les imprimantes 3D, la visualisation, mais l'intelligence de la main restera toujours la même. Aujourd'hui, on rentre alors j'aime beaucoup lire, j'aime bien voir l'intelligence artificielle, l'intelligence fortée. Enfin, on arrive à des niveaux très très élevés. Mais par exemple, sertir une bague, aujourd'hui, il n'y a aucune machine qui est capable de sertir une bague. Je dis pas que ça va pas arriver, mais ça veut dire que l'intelligence de la main est à un niveau tellement élevé
qu'aujourd'hui, même avec toutes les technologies qu'on puisse avoir, on n'arrive pas à surpasser ça. Donc, moi, j'utilise toutes les dernières technologies. Tout ce qui arrive, je l'utilise. Mais je me rends compte qu'à chaque fois, ça reste la main qui reste maître de tout ce qu'on fait. L'humain est au cœur du débat. Oui. C'est une belle façon de voir son métier, en fait, qui va évoluer avec l'homme et qui va pas s'en détacher. Exactement. Et on va terminer par 2 dernières questions, Raphaël Griffon, par 3 mots qui, aujourd'hui, représentent l'homme que vous êtes. Généralement, je prépare cette question et je voulais pas justement la préparer avec vous. Alors trois mots. Je vais toujours redire sur la relation, l'humain, le contact et l'échange. Ça c'est un premier mot. La sérendipité, c'est un mot qui dit tout ce que vous faites de positif. Vous le retrouverez toujours en fait un peu plus tard. Vous le faites pas dans un but de récupérer quelque chose. C'est jamais calculé. Mais en fait, à l'autre bout, il y a toujours quelque chose qui vous crée un entonnoir qui devient de plus en plus large. Et puis le 3e mot, ça restera la passion. En fait, la passion de tout ce qu'on peut, des gens qu'on rencontre, du métier qu'on peut faire, de tout si on le fait avec passion, les gens le sentent. On peut pas trahir avec ce mot-là. C'est très difficile de trahir. Donc voilà. Dernière question pour symboliser avec 3 mots l'entrepreneur que vous êtes, Raphaël Griffon. Pour entreprendre, d'abord, c'est savoir se faire peur. C'est-à-dire que si vous faites pas peur, vous pouvez pas entreprendre. Mais faut savoir se faire peur en calculant aussi les risques, donc il faut pas être fou. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est savoir s'entourer. C'est-à-dire que on n'est rien sans personne. Même si on arrive à faire beaucoup de choses, et à un moment donné, on a besoin des conseils. On a toujours besoin des conseils. Et puis après, tout est possible. C'est-à-dire que si vous commencez à vous mettre des barrières, vous allez vous les créer virtuellement, certainement, parce qu'en fait, elles n'existent pas. Tout est possible, c'est-à-dire qu'on est capable de rencontrer qui on veut. Si on décide de rencontrer qui on veut, on est capable de fabriquer ce qu'on veut. Mais c'est juste le pouvoir que vous avez de vous décider à voir réussir. Et puis, parce que ça m'inspire, et cette question vient pour conclure cet entretien, est-ce qu'un jour, vous allez poser votre parcours sur un livre, sur des pages blanches, vous allez vous mettre à écrire ? Alors en fait, j'écris beaucoup, mais pas sur ce que je fais, parce que je trouve que c'est pas forcément le moment où je sais pas si je le ferai, mais c'est marrant parce que je demande à mon père en fait de le faire. Peut-être, mais finalement, c'est tout ce que je fais depuis l'âge de 17-18 ans. Comme je garde des films, des écritures, je pourrais presque les rabooter et à la fin on pourra faire quelque chose. Ou en tout cas, ce sera toujours dans le but de dire, ne vous arrêtez surtout pas à ce que vous êtes en train de faire maintenant. Derrière, c'est juste extraordinaire, il suffit juste de se risquer. Mais pourquoi pas, oui. En tout cas, je vais passer 25 minutes extraordinaires avec vous, Raphaël Griffon. Merci. Merci. C'était Entreprendre. J'espère que vous avez passé un très très beau moment avec Raphaël Griffon aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles interviews, de nouvelles rencontres avec des entrepreneurs qui tout simplement mettent leur talent au service d'une entreprise et qui aiment avancer avec leur team et leurs équipes. Portez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt pour un nouvel épisode Entreprendre. Au revoir.